tous, chers téléspectateurs d'Afrique 1. Le tout premier média basé en France et entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Aujourd'hui, face à Fatou Abdou, reçoit Maître Moussa Diop. Il est avocat au barreau de Paris. Il est le président également du parti And Gor Jotna. Maître Moussa Diop était également dans la coalition Diomaye Président qui a porté le président de la République à la magistrature suprême. Maître, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Afrique 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci beaucoup, Fatou Abdou. C'est un plaisir de vous recevoir et d'accepter l'invitation et bien entendu de discuter du Sénégal, de l'actualité et de tout. C'est un plaisir donc vraiment d'échanger sur Africa. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez également dans la coalition Diomaye Président. Vous avez quitté cette coalition. Alors ma première question, Maître Moussa Diop, est-il toujours dans la mouvance présidentielle ou bien il est dans l'opposition? Maître Moussa Diop est le parti Andegori, c'est-à-dire le compagnonnage dans la dignité, est toujours dans la mouvance présidentielle, mais garde sa liberté de penser. Et, vous savez, vous avez parlé de Diomaye Président. Diomaye Président est devenu une coalition périmée selon eux-mêmes, parce que le Premier ministre Ousmane Sonko est président du PASTEF, n'en veut pas. Et il nous l'a montré. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mais la coalition existe toujours. Pour ceux qui veulent rester et dire qu'on soutient, alors que lui, il n'en veut pas. Ah oui, comment il n'en veut pas? Il vous l'a fait savoir? Il l'a fait savoir, il l'a fait comprendre, parce que nous avions eu un entretien à la veille des législatives, juste 8 jours avant. Vous vous souvenez, hein, on est resté jusqu'à 8 jours avant le dépôt des candidatures, ou j'allais même dire la clôture, et il n'avait rien dit. C'est lui la locomotive, c'est le PASTEF. Nous étions des wagons, certes, mais qui poussaient la locomotive. Mais il y a faute de discussion, on ne savait pas où on allait. Il a fallu que je sois sur une chaîne de la RTS pour dire qu'on ne sait pas encore comment on va y aller, pour qu'il nous convoque le lendemain vendredi pour nous dire, bon écoutez, j'ai décidé, et non plus concertation, je propose, j'ai décidé d'y aller tout seul avec mon parti. Et que la coalition Diomaye est périmée. Selon lui, il a dit comme ça? Il l'a dit comme ça et réitéré par Aïb Dafé, je peux dire, dans la salle. Et les gens étaient là. D'ailleurs, tout de suite même, j'ai eu des échanges téléphoniques avec des responsables de Diomaye Président. Ils savent très bien que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, là où vous manquez de considération de la part des personnes qui travaillent avec vous, où vous travaillez ensemble, vous n'avez plus votre place là-bas. Pourquoi vous voulez rester avec une personne qui ne vous respecte pas? Maintenant, vous dites que vous avez quitté alors la coalition Diomaye Président. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de rester dans la mouvance présidentielle? Non, ce n'est pas contradictoire parce que le combat pour l'alternance qui a eu lieu le 24 mars, ce n'est pas uniquement un combat du PASTEF. Il ne faut pas leur laisser disant qu'ils sont les seuls à avoir tout. C'est-à-dire que moi, je suis pour la rupture. Je suis pour une autre manière de faire la politique autrement. Donc si je vois quelqu'un qui propose aux Sénégalais un programme qui est apparenté au mien, mais c'est normal qu'on soit ensemble. Il ne faut pas que chacun se dise oui, moi. Il faut qu'on regarde le Sénégal. Donc c'est ce qui m'a conduit lorsque j'étais en prison. C'est le PASTEF qui gère aujourd'hui ce pays, qui dirige. Oui. Disons que l'État a été pastifié. Il faut dire ça tel quel. Vous le constatez, hein? Pastifié. Ah oui, qui n'est pas PASTEF, comment qui n'est pas PASTEF risque de passer par la fenêtre. Vous avez vu les récentes nominations faites par le président de la République, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. L'article 44-45 de la Constitution, le président nomme aux emplois civils et militaires. Il n'y a pas de discussion possible. Mais quand il le fait, et même contresigné par le Premier ministre, c'est le Premier ministre lui-même qui commence à critiquer dans le dossier Samba Ndiaye. C'est lui qui a commencé à poster un truc. Mais on gouverne avec ces hommes aussi, maître. Ces hommes, oui, on gouverne avec ces hommes. Mais pas uniquement avec ces hommes, parce que là, je vous rappelle, hein, et vous le savez d'ailleurs, ce n'est qu'un rappel, lorsqu'il s'est agi d'aller chercher le suffrage des Sénégalais au mois de mars 2024, le PASTEF n'existait pas. Il était dissous. Et ressuscité par décret du président Macky Sall le 28 mars 2024, après les élections. Donc ce sont des gens qui sont levés, certains ont amené 10%, d'autres ont amené 50%, d'autres ont amené comme le PASTEF plus, mais il y a des gens quand même qui étaient là,
qui ont conduit à convaincre les Sénégalais qu'il fallait faire partie de Macky Sall qui respecte la Constitution. Et vous avez dit tout à l'heure les nominations, cette polémique ou bien même cet excès de s'opposer aux nominations, les militants de PASTEF souvent qui s'opposent aux nominations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Vous en pensez quoi, à votre avis là-dessus? Moi, j'ai fait un post tout de suite dans le dossier de Samba Ndiaye. Samba Ndiaye, c'est un membre de la coalition Diomaye Président. Oui. Alors, si le Sénégal, c'est la patrie d'abord avant le parti, et que le président de la République veut travailler avec tout le monde, pourquoi certains militants du PASTEF veulent s'y opposer? Alors, c'est tout. Et puis, en politique, il ne faut pas être allergique à la critique. Quand vous êtes un démocrate, vous acceptez la critique, le débat contradictoire. Mais aujourd'hui, tous ceux qui avaient dit quelque chose contre M. Sonko ne doivent pas être nommés. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont commencé à placarder sur les réseaux sociaux des noms, tel DG est encore là, tel PCA est encore là, il faut le virer, machin. Pourquoi? Ça, c'est une manière de travailler qui fait qu'aujourd'hui, l'État sera confondu avec le parti. Alors qu'ils feront pire que Macky Sall alors. Mais il est reproché à Aboubacar Ly, membre aujourd'hui du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, de tenir des propos séparatistes aussi. Ça, je condamne. Parce que ça, c'est vrai. Je condamne vraiment tout propos séparatiste. Ça, c'est vrai. Mais le débat, il est ailleurs, dans l'histoire de Aboubacar Ly Tall. Oui. Il est mentionné dans les textes du CNRA que quiconque a des accointances politiques, partisanes ou tout simplement être un militant d'un parti ne peut pas être du CNRA. Ça, c'est clair. Alors, qui a signé le décret? Ou qui l'a contresigné? C'est le PM, non? Alors pourquoi il ne savait pas que Mme Ly était un peu côté APR, c'est ce qu'ils disent. Deuxième chose, et plus flagrant, M. Lamine Ndiaye, là, l'artiste, là, Sonko ne savait pas qu'il était PASTEF, alors que c'est interdit. Et pourtant, il a signé. Ça, il faut qu'on arrête un peu cette manière de vouloir mettre les gens dans des situations et que personne ne parle. Moi, je crois en une chose dans la vie. Quand on n'est pas d'accord, on dit non, même si on est de l'intérieur. Et quand on parle de démocratie au sommet de l'État, il faut quand même que la démocratie existe aussi dans les coalitions. Mais le fait de donner son avis aujourd'hui, vous êtes lynché dans les médiatiques, et ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dire non. Quand l'Allemagne a envahi la France... Vous voulez dire que vous êtes victime de lynchage médiatique? Non, j'ai vu. Mais ça me galvanise, ça me redonne du tonus. Parce que quand ils étaient dans l'opposition ici, le PASTEF, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit aux gens pour être au pouvoir? Ils ont même affronté les institutions. Je donne l'exemple de la convocation judiciaire de M. Sonko. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'il fallait qu'il y aille. Parce que si un jour il se retrouve au pouvoir, il ne faudrait pas que quelqu'un aussi se lève pour dire j'applique cette jurisprudence. Diakhaté aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc ces choses-là font qu'ils vont voir ce que vous aviez dit dans le passé concernant un homme politique qui est sur la scène publique, et quiconque sur la scène publique doit recevoir des critiques positives ou négatives. C'est ça l'essence de la démocratie. Mais aujourd'hui, on est en train de voir qui est avec nous, qui avait dit ceci. Ce n'est pas normal. Je dis que les militants aussi doivent respecter les décisions du chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a l'affaire Barthélémy Diaz, radié de la mairie de Dakar. Vous êtes juriste. Est-ce qu'en droit, c'est fondé, cette radiation du maire de la capitale du Question Sénégal? intéressante, parce que là, c'est l'avocat qui parle. Je ne suis pas politicien, je suis politique. Ce n'est pas le politique qui parle, c'est l'avocat. D'accord. Vous savez, les textes de droit, ce n'est pas qu'il manque de loi, ce n'est pas qu'il manque au Sénégal. C'est leur application. Ça, on le sait dans tous les domaines. Dans l'histoire de Diaz, on est d'accord tous que Barthélémy Diaz a été définitivement condamné au mois de décembre 2023. Définitivement. Au mois de décembre 2023, qui était au pouvoir? Macky Sall. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas fait diligenter par le garde des Sceaux de l'époque une procédure saisissant le ministère de l'Intérieur pour que M. Diaz sorte du fichier électoral? C'est la loi. L'article 61 de la Constitution, tout député condamné définitivement au pénal perd son mandat de député. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'était Aïssata Tall Sall qui était la garde des Sceaux. Mais parce que c'était son avocate aussi et il y a eu un mélange de genres. Dans l'affaire Ndiago Diouf en 2011. Exactement, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, du mois de mars, je vais même dire avril 2024, jusqu'au mois de novembre 2024, qui était au pouvoir? C'est le PASTEF. Et pourquoi ils n'ont pas diligenté?
Et pourtant, la condamnation était définitive. Ils ont regardé aussi faire. Là, ils ont été carents. Et c'est une, disons, anormalité juridique, ça c'est vrai. Ensuite, il est mentionné dans le code électoral. Ça, c'est l'histoire sur le côté du mandat de député. Il est mentionné dans le code électoral, à l'article LO 198, que lorsqu'un député est définitivement inéligible, ça peut se constater à tout moment. Même après, je mets le texte, même après l'élection. À partir de là, l'Assemblée nationale saisie prend une décision pour informer que monsieur est dans un cas d'inéligibilité, mais trois organes doivent, je ne dis pas peuvent, doivent saisir le Conseil constitutionnel. C'est marqué en Conseil constitutionnel. À savoir, d'abord, le bureau de l'Assemblée nationale, ensuite le président de la République, ou bien un groupe de députés. C'est ça qui est marqué dans LO 198. Saisir le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections en matière de députés, pour dire on a constaté après élection que telle personne est inéligible. Est-ce que l'Assemblée nationale qui a pris cette décision a saisi le Conseil constitutionnel? Non. Et quand j'en ai parlé, ça fait plus de 6-7 jours avant la décision du Conseil constitutionnel, vous n'avez pas vu un juriste qui est sorti pour me démentir. Tout le monde est rentré sous la table pour dire on attend la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aussi, très gêné, a préféré dire en Wolof sénégalais, ça signifie je suis incompétent, je ne regarde pas. Parce que ce serait très gênant. Moi, je trouve donc que le droit n'a pas été dit. Maintenant, il est en train de faire des recours suite à la décision de la Cour d'appel concernant la mairie. On attend de voir ce que ça va donner. Et justement, est-ce que vous comprenez les motivations de la Cour d'appel qui a rejeté les recours du maire de la capitale du Sénégal, Barthélémy Diaz? Je ne comprends pas parce que je ne l'ai pas encore lu pour comprendre. Je n'ai pas encore la décision, donc je ne peux pas commenter sur quelle a été la motivation de la décision de la Cour d'appel. Mais ce qui est important concernant la mairie, c'est que le texte L277 du Code électoral prévoit expressément que quiconque, en tant qu'électeur de la municipalité, peut saisir un préfet qui constatera son inéligibilité pour pouvoir le... Donc il n'y a pas de manquement sur les textes, en fait. Sur le L277, je ne vois pas trop de manquements. Ce qui me sidère, moi, ce n'est pas une histoire de juridique. C'est qu'une autorité... Sur le plan juridique, c'est légal. C'est légal. Toutes les procédures sont légales. Sauf dans le dossier de la députation où le Conseil constitutionnel qui devait entériner la radiation n'a pas été saisi. Donc il y a vice de procédure. Mais concernant la mairie, je pense que le fait qu'un électeur ait saisi le préfet, que le préfet ait décidé conformément au texte, je ne vois pas de problème juridique. Ce qui me sidère, c'est que des autorités nommées peuvent maintenant destituer des autorités élues. Le préfet qui est nommé, qui dépend de l'exécutif. Et l'exécutif, c'est qui aujourd'hui au Sénégal? C'est le président de la République et puis son premier ministre. Et voilà, donc on sait très bien ce qu'il y a derrière. Maintenant qu'on est actionné... On sait très bien ce qu'il y a derrière, ça veut dire... Moi, je pense que c'est un règlement de... On a réglé le compte à Diaz et on passe à autre chose. C'est ce qui s'est passé. Parce que s'ils étaient ensemble, ça ne serait pas passé. D'ailleurs, on a entendu l'actuel Premier ministre dire du temps où l'article L277 existait toujours, c'est-à-dire avant que Macky Sall ne quitte le pouvoir, rien n'a changé. Il lui-même disait que jamais Diaz ne se ferait retirer son mandat de maire, quelles que puissent être les circonstances. Et après qu'ils soient là, voilà que... Alors, on vous a entendu dire que vous avez pris votre bâton de pèlerin pour essayer de réconcilier les deux hommes, à savoir le Premier ministre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, mais vous ne l'avez pas réussi. Je n'ai pas réussi, alors que... moi, je pense que la gestion d'une chose publique, il faut quand même qu'on soit des gentlemen. Ça bloque de quel côté? Mais du côté d'Ousmane Sonko, bien entendu. Vous avez rencontré parce que c'est lui. Non, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai eu. Mais c'est ce qui est important. Il était disponible à s'asseoir avec Ousmane Sonko? Non, moi j'ai donné juste l'information que je serais disposé, et je l'ai dit même publiquement, vous l'avez vu, là où vous avez pris l'information. C'était normal, j'étais quand même l'un des mieux placés pour le faire. Parce que vous oubliez certainement pas que par un passé récent, il y a eu des problèmes entre moi et Barthélémy Diaz.
Et jusqu'à ce qu'on se retrouve au tribunal, mais c'est Ousmane Sonko qui est venu interférer pour dire, écoutez, maître, est-ce que vous pouvez retirer votre citation directe parce que Diaz risquerait d'être inéligible. Je l'ai fait. Donc quand eux deux se retrouvent dans les mêmes situations, je pense que si je ne le fais pas, c'est comme si je ne renvoie pas l'ascenseur. Alors que je n'ai aucun intérêt. Diaz, nous ne sommes pas dans la même formation politique ou même mouvance politique. J'aurais pu laisser. Parce que là, la loi se serait appliquée. Mais je pense que quand la loi dit quelque chose, que vous avez quand même l'opportunité de faire ou de ne pas faire, quelqu'un a le droit de se suicider. Hein? Ce n'est pas interdit. Est-ce qu'il a intérêt à le faire? Là aussi, il fallait que quelqu'un saisisse le préfet pour le faire, ou que celui qui a saisi le préfet, on sait pertinemment que c'est quelqu'un qui est un envoyé spécial. Très bien. Alors, le président de la République a fait son adresse à la nation le 31 décembre. On n'a pas eu l'occasion d'en parler avec vous. Tout d'abord, il a parlé du plan Diomaye pour la Casamance. Est-ce que cela peut être une trouvaille pour la Casamance, surtout sur le plan économique? Oui, mais vous savez, tout ce qui a été dit au niveau du 31 décembre, c'est comme ça qu'un président doit s'adresser à son peuple. Maintenant, il y a des précisions qui ont été apportées sur le plan, sur des projets comme le plan pour la Casamance, mais n'oublions pas aussi qu'il faut un plan pour le Nord, où il y a eu plus de difficultés économiques et sociales. Je salue ce discours. Maintenant, c'est un discours rassembleur qui veut que le Sénégal aille sur une autre dimension. Malheureusement, nous sommes dans des difficultés économiques, la manière dont le pays a été trouvé, ça tout le monde le sait. C'est très serré, aujourd'hui l'inflation, les bailleurs qui commencent à déserter parce que le Premier ministre a pris le mégaphone et dit que la case de Birama a complètement été consumée. Donc les bailleurs se retiennent et nous attendons vraiment le gendarme des finances, à savoir la Cour des comptes, pour nous dire ce qu'il y en est. Il y a aussi la question de la réforme de l'OFNAC et aussi la déclaration de patrimoine élargie aujourd'hui à tous les agents qui sont des fonctionnaires de l'administration. Là, quel est votre avis? Non, moi je pense qu'il y a quand même difficulté à pouvoir le faire. Parce que, oui, pourquoi? Oui, parce que quand on prend des gens qui sont enseignants, par exemple, qui sont fonctionnaires, qui enseignent dans les fonds d'un village et qui viennent, on leur met la déclaration de patrimoine. Et après, quand est-ce qu'ils vont faire la déclaration de sortie? À la retraite. C'est parce que c'est une déclaration d'entrée, la profession, et déclaration de sortie. Moi, je l'ai fait quand j'étais à Demdik. Donc, c'est pas trop pratique. Il faut mettre l'obligation sur des gens qui gèrent les deniers publics. Donc, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et les suivre aussi annuellement sur ce qui se passe, même si la déclaration n'a pas encore... Parce qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle le droit de communication. L'administration peut saisir certaines... L'OFNAC peut voir dans certaines administrations, par recoupement, domaine ou ailleurs, si monsieur a dans son patrimoine des choses qu'il n'a pas déclarées, ou bien qui sont nées après. Et on évolue. Voilà. Mais il ne faut pas aussi qu'on tombe dans la psychose dans ce pays sur la traque, entre guillemets, de biens mal acquis, version nouvelle. Il faut être vigilant, parce que ça fige le pays. Les gens vont fuir, les bailleurs vont fuir, les investisseurs ne seront plus là. Vous savez, aujourd'hui même, j'ai vu qu'il y a moins de 27 milliards d'argent rentré au Sénégal qui circule. Et pourtant, il y a l'installation de la Haute Cour de justice pour la reddition des comptes, pour pouvoir convoquer les ministres de la République. Je suis pour la reddition des comptes, je suis pour la rupture, mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi aussi. La reddition des comptes, avec la Haute Cour de la justice qui vient d'être installée, c'est une obligation. Maintenant, que personne n'ait peur d'aller devant la Haute Cour parce qu'on est présumé innocent. Se défendre. Et si vous n'avez rien fait, il n'y a pas besoin de paniquer, y compris la loi d'amnistie d'ailleurs. Parce que la loi d'amnistie, ça fait peur à certains, je ne sais pas pourquoi. À qui par exemple? Certains qui disent, oui, ça ne peut pas se faire, il ne faut pas le faire, ne touchez pas, c'est gravissime. Qu'avez-vous fait? Ou bien, de quoi avez-vous peur? Vous parlez de l'ancien régime? L'ancien régime, bien entendu. Surtout, l'ancien régime. Mais quand on va faire sauter la... On a entendu Aïssata Tall Sall dire abrogez-la, mais assumez les conséquences. Vous êtes juriste. Est-ce qu'il y a des conséquences à l'abrogation de cette loi d'amnistie? Oui, parce que quand il y aura abrogation,
tous ceux qui étaient normalement accusés ou mis en examen ou poursuivis, normalement doivent répondre. Maintenant, il y a des gens qui ont été accusés qui n'ont rien fait. Parce qu'il fallait empêcher des gens d'être candidats aussi. Et par tous les moyens. Macky Sall, à un moment donné, il a complètement déchanté. D'ailleurs, ce qui a amené notre séparation. Donc, moi, par exemple, si on m'appelle, me dire, écoutez, vous aviez tenu des propos sur des ressources naturelles, sur des armes, entre les mains des nervis, alors je viendrai gentiment pour venir dire, bon, vous avez enlevé la loi d'amnistie, moi je suis là, mes preuves sont là. Et vous savez que j'ai les preuves de tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'ai été libéré de façon irrégulière, mais bon, c'est des républiques bananières quelquefois. Sans avoir été auditionné par le juge d'instruction, comment on peut donner à quelqu'un une liberté provisoire? Ce n'est pas possible. Et ça a eu lieu avec moi. Donc, il y a eu des erreurs énormes et je demande à ce que justice soit faite parce qu'on ne peut pas, disons, pardonner. Vous êtes prêt à répondre? Oui. Si. Oui. Je suis prêt à répondre parce que moi, au moins, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Et le Premier ministre aussi, Ousmane Sonko, est prêt à répondre. Il l'a dit à l'Assemblée nationale. Tout le monde ira répondre. Voilà. Ceux qui ont appelé à l'insurrection, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait du mortel comme... Tout le monde va venir parce qu'il y a eu des morts. Chacun va se défendre. Et vous voyez donc les conséquences. Ouais. Voilà. Parce que les vidéos sont là. Hein. Moi, ce que j'ai dit, c'est d'une conférence de presse. On me voit dire des choses, on m'a pris tout de suite. J'irai me défendre. Moi, quand j'ai été convoqué, je suis parti. Hein. Et on vous avait condamné pour diffusion de fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, ils se sont retrouvés pour constater que c'est de vraies nouvelles. C'est pourquoi j'ai été libéré comme ça, sans aucune explication. Vous avez bénéficié de la loi d'amnistie. Moi, je suis sorti le 5 mars. La loi d'amnistie a été votée le 6. Ah, la veille. Je suis sorti avant. Et je suis sorti aussi irrégulièrement. Il fallait me mettre dehors tout de suite. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'aille au tribunal dans cette affaire, où j'ai des documents qui attestent qu'ils ont acheté des armes de façon irrégulière. Ils l'ont remis à des nervis qui ont utilisé contre les jeunes. Ça, on le sait. Deuxième chose, c'est que des ressources naturelles, comme le diamant, on dit que ça n'existe pas. C'est le gouvernement qui commet l'erreur de sortir un communiqué pour dire, voilà, c'est vrai, nous avons donné un permis d'exploitation du diamant au Sénégal. Omar Sarr, j'ai le communiqué du 11 décembre 2023. Donc, j'ai toutes les preuves de ce que je disais. Il n'y a pas de diffamation. Il n'y a pas de diffusion de fausses nouvelles. Et enfin, on dit offense à chef de l'État. Les Aly Ngouille Ndiaye, ils sont où là, dans cette affaire-là depuis lors? Il y a des choses qui sont passées dans ce pays. Et c'est anormal. C'est ça, c'est la vérité. Maintenant, n'ayons pas peur de la justice. Alors, qui n'a rien fait n'a pas paniqué, quoi. Voilà. Alors, pour terminer, nous allons parler du retrait des bases militaires étrangères au Sénégal. Votre avis, vous en pensez quoi? Je suis d'avis qu'un pays qui prône la souveraineté alimentaire, financière, par sa monnaie, mais également sécuritaire, doit pouvoir dire, moi, je suis indépendant, sinon l'indépendance n'a pas de sens. Maintenant, tout ce qu'on fait, qu'on quand même prenne les précautions. Si on a les moyens d'assurer notre propre sécurité, alors que nous sommes entourés par une ceinture de feu. On sait, dans notre pays, le djihadisme n'est pas loin. Le narcotrafiquant et ce que le Sénégal déjà arrête ou bien interpelle en termes de narcotrafiquants, c'est très élevé. Il n'y a même pas 48 heures, j'ai vu, il y a des courses-poursuites à Dakar sur ça. Tout ceci fait qu'il faudra que nous ayons les moyens de notre politique. À propos maintenant de la discussion, oui, c'est la France qui a décidé de partir, non, c'est nous qui avons demandé que vous partiez, nous les Africains. C'est un débat puéril. Pourquoi? J'ai vu Bockel. Bockel, c'est lui qui a fait le rapport sur l'arme française en Afrique, et sur la décision du président français et de l'État français. Il a dit clairement qu'il y a eu des contacts entre la France et toutes ces zones-là, où ils étaient présents, sauf le Sénégal. Parce qu'ils étaient en période électorale, on n'a pas pu discuter. Donc, quand le président Macron dit certains ne nous ont même pas dit merci, il s'adresse à qui? À ceux avec qui il avait discuté. Le Sénégal n'en fait pas partie. Est-ce que donc le Premier ministre Ousmane Sonko avait besoin de répondre à Emmanuel Macron dès l'instant que le Sénégal est un pays souverain, indépendant, libre et que le retrait de ses bases militaires a été déjà acté?
Donc, il n'avait même pas à intervenir. C'est ça aussi. Non seulement il ne devait pas intervenir parce que ce n'était pas opportun, mais c'est une prérogative du chef de l'État, l'étranger, la diplomatie, ou bien le Premier ministre peut intervenir sur tout. C'est pourquoi son intervention n'était pas opportune. Moi, il y a des choses, hein, il faut qu'on soit des hommes d'État. Mais quand on parle de tout, de rien, moi je pense que le moment est venu, compte tenu de la situation actuelle du pays, de se concentrer au travail pour sortir les Sénégalais de la situation et d'accomplir ce que nous avions promis aux Sénégalais le 24 mars 2024. Mais rester ici à dire « toi tu es un voleur, non je vais ouvrir des audits », alors qu'on essaie même de protéger les siens en plein meeting à l'Arena. Toi viens ici petit, tu n'as rien fait, toi tu es un diable. Bon, vous voyez ce que ça fait, alors que vous n'êtes pas juge. Que chacun fasse son travail et qu'on n'entre pas dans certaines choses. Parce que c'est ça qu'on attend, la rupture de certaines choses. Mais non, ce n'était pas opportun. Même l'histoire de la situation financière du Sénégal, il n'était pas opportun au Premier ministre de sortir comme il est sorti. L'argent n'aime pas le bruit. À vous entendre, vous critiquez souvent Ousmane Sonko alors que vous dites que vous êtes toujours de la mouvance présidentielle. Alors vous voulez plus de démocratie interne dans la coalition au pouvoir? Ou bien vous voulez que tout le monde marche comme à l'armée? Non, nous sommes dans une démocratie. Et une démocratie, ça commence par une démocratie interne. Quand on n'est pas d'accord, il faut oser le dire. Le général de Gaulle l'avait dit, hein, lorsque l'Allemagne a envahi la France et l'Europe. Pétain s'est couché avec ses collaborateurs, collabos. De Gaulle s'est exilé à Londres pour lancer son message le 18 juin. J'ai dit non. Il faut savoir dire non quand on n'est pas d'accord, il ne faut pas tricher. Voilà. Pour des postes, les gens vont tricher. C'est comme à Debradem dit que j'étais DG, les gens, Macky Sall veut faire un troisième mandat. Et je pense que c'était avec vous en direct ce jour-là. Oui. Et vous pensez que je le regrette? Parce que vous disiez qu'il n'a pas le droit. Et j'ai fini par avoir raison. C'est un coup d'État constitutionnel. Constitutionnel. Alors que d'aucuns disaient qu'il y ait du sang, on va faire un troisième raka ici. Ça signifie que... Vous avez allumé votre poste. On m'a limogé parce que je m'étais opposé. Pas opposé, je voulais que la Constitution soit respectée. On ne peut pas avoir lutté en 2012 contre Wade, contre un troisième mandat, gagner et venir dire je vais faire ce que je combattais. Ce n'est pas du tout éthique. Et j'ai voulu que la parole donnée soit respectée et que juridiquement aussi la Constitution soit respectée. Et aujourd'hui, quelles sont vos perspectives politiques? Bon, je pense que nous ne sommes pas dans une période électorale, c'est derrière nous. La présidentielle est passée, j'y ai participé et j'ai fait gagner le président Diomaye dans ma zone à Podor. La seule victoire d'ailleurs dans le Fouta, tout le Fouta, une seule victoire de Diomaye, c'est dans mon bureau de vote, dans mon centre de vote. Ça, c'est un plaisir d'avoir participé à ma manière au prix de la prison. J'ai fait quand même 3 mois de prison, comme beaucoup, le président Diomaye, Ousmane Sonko et d'autres. Ensuite, on m'a limogé, hein, comme tout le monde. Le reste maintenant, c'est de faire de sorte que le pays sorte du pétrin. Parce qu'on est dans un pétrin. Ah oui? Oui, oui. Dans un pétrin. Vous savez, on a beaucoup reproché au président Macky Sall d'avoir trop fait endetter le Sénégal. Et ça sur 12 ans. On est en train de 18 000 milliards de francs. Mais si, de 2024, aujourd'hui 10 mois de pouvoir, avec la loi de finances initiale de 2025, on totalise les deux, on se retrouve à 9 000 milliards, on doit se dire attention. Attention, ce qui était critiqué, il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers. 4 490 milliards pour 2024, c'est vrai que pour les 3 premiers mois de 2024, c'est le Macky Sall qui était là. On verra sa part des emprunts. Mais tout le reste là, c'est ça le montant. Pour 2025, l'État, le pouvoir a été autorisé d'aller emprunter encore 4 573 milliards. Et les 4 573 milliards, si vous les décortiquez, c'est l'amortissement de la dette, 2 932 milliards. C'est, comment s'appelle, le déficit budgétaire, 1 600 milliards. Et 50 milliards de déficit sur les opérations extérieures. Ça fait 4 373 milliards. Les deux ensemble, ça fait 9 000 milliards. Je pense qu'il y a un ancien ministre là qui en a parlé ces temps-ci. Si vous prenez la loi de finances, c'est dedans. Voilà, donc si vous critiquez quelqu'un pour avoir trop endetté le Sénégal au point que nous avons dépassé le taux autorisé par l'UEMOA, 70%, aujourd'hui on l'a dépassé,
Il ne faut pas aussi qu'on emprunte à tort et à travers, même avec des eurobonds. Parce que pourquoi eurobonds? Parce que les classiques ont retenu leur argent pour dire que la case de débrayement s'est consumée. C'est le Premier ministre qui le dit. On attendait de l'argent, mais ils ont refusé de nous donner. Parce que vous avez mal communiqué. Vous pouvez régler ce problème en ne prenant pas les mégaphones. Tout le monde a dit, écoutez, vous voyez donc pourquoi la situation est difficile. Et donc, Fatou, il ne faut pas dire à un Moussa Diop de ne pas dire la vérité. Il ne faut pas qu'on laisse quelqu'un se prendre pour un messie au point de nous mener vers le mur. Après, les gens vont dire... On attend de vous, politiques, de dire la vérité. Et c'est tout, pour éclairer la lanterne des gens. Et c'est ça que nous sommes. Surtout que lui, quand il était dans l'opposition, que n'a-t-il pas dit pour être là? On dit maintenant aux gens qui parlent, taisez-vous. Moi, les moussaillons là, et les fédaïnes, tant qu'ils sont en train de sursauter, je dis, objectif, attends. Dans une démocratie, il faut que chacun s'exprime. Sans insulter, sans donner... Voilà, c'est ça. Alors, merci Maître Moussa Diop, c'est la fin de cette émission. Votre dernier mot? Merci Fatou, vraiment un plaisir encore d'échanger avec les Sénégalais. Et comme vous savez, hein, je suis plus de la diaspora que du Sénégal. Parce que j'exerce à Paris depuis 2000 en tant qu'avocat au barreau de Paris. J'avais pris une disponibilité pour être au service du Sénégal, pas au service de Macky Sall, du Sénégal, à travers le transport public. Je suis revenu également pour me battre pour que Macky Sall respecte la Constitution. Et ça a été un succès. Aujourd'hui, le pouvoir en place, nous sommes battus pour que tout arrive. Et on leur a donné la majorité, même si je n'ai pas participé parce que je ne suis pas d'accord avec certaines manières de faire la politique. Et on attend des résultats, qu'on diminue le bavardage et qu'on nous donne des résultats. Très bien. Merci beaucoup, Maître Moussa Diop. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes également le président du parti And Gor Jotna. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Afrique 1, le tout premier média basé en France et entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. C'était Face à Fatou Abdou. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci à vous.